L'arrêt de la méthadone est-il possible? C'est une des questions qui a été abordée dans ce congrès par le professeur Kléber qui nous a entretenus et a évoqué différents facteurs. Les comorbidités qui viennent rendre difficile cet arrêt, les problèmes de génétique qui probablement nous permettront de comprendre pourquoi certaines personnes ne peuvent pas arrêter, les problèmes de dose et bien entendu de durée de traitement. The issue is not whether it is possible for a drug addict to stop maintenance and not relapse. The correct question is it likely to happen? Certainly, we all know that there are addicts who can do that, who can get onto a maintenance drug, get their life together, stop and not relapse. However, I believe they are the minority and that the majority of people need to be on maintenance for a prolonged period of time. Et après tout, puisque c'est si difficile d'arrêter la méthadone, pourquoi ne pas donner de l'héroïne sous contrôle médical pour faire entrer plus vite les patients dans des traitements et donc probablement essayer d'abréger la durée de ces traitements, comme nous l'explique le professeur Strand. In the UK, we have had some small experiments with supervised heroin prescribing clinics for the most severe of heroin addicts. So a very small percentage, maybe the most severe 5%. And with this very intensive treatment, with this very damaged group, we've seen very good results with people managing to break with their involvement with the street drug use and to begin the first steps of reconstructing their lives. And it's been small work in these projects, and it's not normally considered as part of the recovery debate. But in my opinion, what we are seeing is the beginnings of a recovery which we expect and we will want to help to grow over the years ahead for those very damaged individuals. Nouveauté dans ce congrès, l'intérêt de la méthadone, mais surtout de la buprenorphine dans le traitement des cocaïnomanes. Des études d'observation, des études fondamentales chez l'animal et puis bientôt des études prospectives pour pouvoir prouver l'intérêt de ces traitements nous ont été présentées par Marie-Jeanne Crick. We think that either a partial agonist, buprenorphine, of course combined with naloxone, or methadone could be used to treat very severe cocaine addicts. Et Marie-Jeanne Crick de poursuivre avec Sandra Kommer dans l'exploration des traitements, avec les études qui commencent à prouver l'efficacité de la suboxone et sa bonne utilisation, et surtout de ses mécanismes d'action qui nous laissaient jusque-là interrogatifs. We added naloxone to methadone. We added it to methadone back in 1971-72. Although we did show naloxone could be added, it didn't take away from the methadone effects because naloxone is transformed in the liver. So when you give it orally or sublingually, you don't get systemic naloxone. Now with buprenorphine, we saw early on that buprenorphine is not boring. It doesn't bind to plasma proteins. It would go straight to the brain and cause euphoria. And in fact, years later, I was to interview primarily buprenorphine addicts in Norway who were using it intravenously once a day. And they said, "Doc, buprenorphine is the ideal heroin." On the other hand, if naloxone is added, you blunt the high. You don't completely prevent abuse, but you blunt the high. The naloxone in the buprenorphine naloxone combination is an opiate antagonist, and it blocks the initial rush that you get from the buprenorphine by itself. So that's why it seems to have less abuse liability than heroin or buprenorphine by itself. Les médicaments, non seulement on comprend mieux leur action, mais aussi on commence à mieux mesurer leur impact sur la qualité de vie des personnes, comme l'a montré le professeur Soïkat. At this Congress we present data of a new 12-month follow-up study in 388 patients who were in office-based maintenance treatment, all treated with Suboxone, the combination of buprenorphine and naloxone, and the overall tolerability was very good.
There were no deaths, no drug overdose in this study, and the health parameters like quality of life, morbidity with infections and so on clearly decreased over time. Good retention rate of about 60%, so overall the data of this new study indicate a good tolerability and safety and a good outcome in opioid maintenance therapy. Les patients sont rentrés dans des processus de soins. Des études ont été mises en place et on est amené maintenant à revoir nos définitions des conduites addictives pour mettre en place le Substance Use Disorder qui sera dans le DSM-5 une nouvelle définition du comportement addictif. On a ajouté le symptôme de craving, désir fort pour les drogues, et aussi on a supprimé la condition d'abus et aussi la dépendance. Et maintenant nous avons une dimension seulement, une pour le Substance Use Disorder. C'est-à-dire quand ce disorder est grave et sévère, ça c'est l'addiction. Il y a des gens qui objectent sévèrement au terme addiction, donc on a utilisé un terme très neutre, c'est-à-dire substance use disorder, mais on est faible, modéré et sévère. Le DSM-5 a des critères basés sur la médecine des preuves et donc sur des études. Il sera évolutif, mais ça ne nous interdit pas de penser aussi autrement. Et je crois que la psychanalyse garde une place, même si ce n'est plus dans le traitement des addictions. L'addictologie s'est constituée de manière évidente en rupture avec non pas la psychanalyse, mais avec un certain psychanalysme. La psychanalyse, on le sait, n'a rien à faire dans les institutions et ne saurait d'aucune manière être l'auxiliaire d'un quelconque pouvoir, qu'il soit politique, médical ou autre. La psychanalyse doit être atopique, tout comme Socrate faisait de la philosophie, la psychanalyse doit se dérouler dans le consultoire d'un psychanalyste et nullement ailleurs. Alors, faut-il installer un divan dans les salles de consommation? Non, plus sérieusement. On verra que nos patients sont en grande difficulté, ils ont besoin de nouveaux dispositifs et nous allons explorer le champ des salles de consommation. J'ai donc été un usager au début des années 2000 de la salle de consommation de Madrid. J'ai touché le fond à ce moment-là et c'est vrai que le fait que je passe par une salle de consommation m'a quand même réappris certains gestes d'hygiène, de contact. C'est pas un outil merveilleux, c'est un outil parmi d'autres, mais qu'il faut absolument utiliser. C'est le dernier endroit où ils peuvent encore prendre contact avec des professionnels de la santé qui peuvent les aider, mais déjà qui vont les traiter comme des êtres humains, et ça c'est déjà beaucoup. La salle de conso, elle est pas du tout un encouragement au vice c'est vraiment un outil qui permet de toucher des populations que généralement même les professionnels dans les CARUD, etc., enfin dans les centres d'addiction ne touchent pas. Ces gens-là n'y viennent pas puisqu'ils sont dans leur addiction et ils en sont au plus profond de leur addiction. Par conséquent, ils n'ont plus de contact du tout. Et c'est quand même la dernière possibilité donc pour les toucher. Il y a des salles de consommation dans toutes les parties du monde, à Sydney, Copenhague, Luxembourg, Bilbao, Barcelone, Vancouver. Et donc il y a des photos de ces salles et parallèlement il n'y en a pas à Paris. Et à Paris on voit des usagers shootés dans la rue, des tapis de seringues partout. Et le contraste est assez saisissant. C'est un cri de colère pour dire que ça urge à Paris et dans d'autres villes de France. Et tout cela, c'est vraiment regrettable parce qu'on a de vraies évaluations qui ont été faites par des scientifiques de haut niveau avec des publications internationales, comme nous le rappelle Thomas Kerr de Vancouver. There are now over 40 peer-reviewed studies showing that the facility is meeting its objectives. It is helping to improve public disorder by reducing the number of people injecting in public places. As well, the facility is shown to prevent the acquisition of infectious diseases like HIV. As well, we have found a 30% increase in the use of detoxification and addiction treatment programs following the opening of this facility. This year, we also published a study in the journal The Lancet showing that in the 2 years after Insight opened, there has been a 35% decrease in overdose deaths in this community.
Lastly, it is important to also point out that we have shown that the facility is not having any negative impacts in the community. It has not increased crime, it has not led to an increase in people starting to inject, and it has not led to any negative impacts on drug use in the broader community. Recently, the Supreme Court of Canada ordered the Canadian government to allow this facility to remain open. It helps ensure the constitutional right to health, given that the science shows quite clearly that the facility saves lives, prevents infections, and has no negative impact in terms of public safety. Nous disposons d'une gamme de médicaments. Nous pouvons construire des projets de soins individualisés et nous pouvons aussi utiliser de nouveaux dispositifs comme les salles de consommation. En fait, nous allons construire des projets individualisés de soins qui vont nous permettre d'aider les patients dans la voie du recovery. Yeah.